Voici Dublin, la ville la plus prometteuse sur le plan économique et la plus grande ville anglophone de l'Union européenne. Et pourtant, pour la plupart des habitants de Dublin, y vivre devient hors de prix. En 2016, on pouvait acheter une maison à Dublin pour 387 000 €. En 2026, ce chiffre atteint 600 000 €, soit une augmentation de près de 55% en seulement 10 ans. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Comment Dublin est-elle devenue une ville d'extrême, où les riches s'enrichissent tandis que les autres sont exclus? Était-ce un échec politique ou était-ce intentionnel? Eh bien, l'histoire commence au début du XXe siècle, lorsque Dublin était une histoire de deux villes, divisées en deux mondes complètement différents. D'un côté, il y avait de grandes maisons géorgiennes, des rues pavées et d'immenses domaines situés en périphérie de la ville. Cependant, près d'une personne sur 5 vivait dans une pauvreté extrême, principalement dans les immeubles insalubres du centre-ville de Dublin. Ces maisons, autrefois individuelles, ont été divisées en petits appartements surpeuplés. Les immeubles insalubres de Dublin étaient considérés comme les pires taudis d'Europe. Le taux de mortalité infantile était le plus élevé du continent, et les décès dus à la tuberculose étaient 50% plus nombreux qu'en Angleterre et en Écosse à l'époque. La plupart de ces maisons appartenaient à des particuliers qui ne se souciaient guère de l'assainissement de base ou du maintien des conditions de vie. Évidemment, cela ne plaisait pas aux habitants de ces quartiers. En même temps, il y avait peu de travail stable pour les ouvriers non qualifiés qui n'avaient aucune représentation syndicale. Ils devaient se concurrencer quotidiennement pour obtenir du travail, souvent attribué à celui acceptant le plus bas salaire. Cette tension croissante a vite atteint un point de rupture. En 1913, une confrontation majeure a éclaté entre les employeurs et 20 000 ouvriers au sujet de leur droit à se syndiquer. Elle est devenue connue sous le nom de Lockout de Dublin, dirigé par un homme nommé James Larkin. Lors d'une journée très violente, la police a chargé la foule venue écouter Larkin, frappant et blessant de nombreuses personnes. Ceci fut le premier des nombreux dimanches sanglants qu'a connu l'Irlande au cours du siècle. Cela allait devenir l'un des conflits ouvriers les plus importants de la période révolutionnaire, façonnant la vie des pauvres à Dublin pour les décennies à venir. Les années qui suivirent apportèrent le chaos et la destruction à Dublin, alors que de grandes parties du nord du centre-ville furent dévastées pendant l'insurrection de Pâques de 1916 et la guerre civile de 1922. Le gouvernement profite de l'occasion pour reconstruire ces quartiers, remplaçant les vieilles maisons par des magasins, des entreprises et de meilleurs réseaux de transport. Pour ceux vivant encore dans les immeubles insalubres du centre-ville, le gouvernement avait un autre plan. Vous voyez, au lieu d'améliorer les conditions de vie déplorables, ils ont décidé de reloger les habitants dans des maisons nouvellement construites en banlieue, loin du centre-ville. Entre 1960 et 1996, la part de la population de Dublin vivant dans le centre-ville nord a chuté de façon spectaculaire, passant de 83 000 à seulement 43 000 habitants. Pour les urbanistes, le relogement des habitants semblait être une solution pratique. Et à bien des égards, c'était la première étape pour réduire les niveaux extrêmes de pauvreté qui avaient longtemps caractérisé Dublin. En repoussant les pauvres en banlieue, ils ne résolvaient pas le problème. Ils ne faisaient que le déplacer. Laissez-moi expliquer. De nombreux nouveaux lotissements de banlieue tels que Tallaght, Coolock et Ballymun manquaient d'infrastructures adéquates. Tallaght a atteint 50 000 habitants vivant à des kilomètres du centre, rendant l'accès aux opportunités plus difficile que jamais. Ces endroits qui étaient autrefois accessibles à pied ne l'étèrent plus. Et pour les familles qui peinaient déjà à joindre les deux bouts, le prix quotidien du bus devenait un stress supplémentaire. Parallèlement, le chômage progressait, surtout avec le déclin des industries manufacturières traditionnelles. À la fin des années 1970 environ, 2000 emplois manufacturiers disparaissaient chaque année sans être compensés par ceux des services touchant surtout le centre-ville. Avec le déplacement des investissements, les industries déclinaient et les entreprises fermaient. La ville a offert de meilleures conditions de vie à ses citoyens les plus pauvres. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés
évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Mais n'a pas remplacé les emplois dont il dépendait. Une grande partie de cela peut être attribuée à la concurrence internationale accrue après l'entrée de l'Irlande dans l'Union européenne en 1973, ainsi qu'à la récession économique des années 1980. Le gouvernement a ensuite tenté une nouvelle approche. La loi sur le renouvellement urbain et celle de finances de 1986 ont offert de généreuses incitations fiscales à quiconque investirait dans le centre-ville. Et une autorité à procédure accélérée a été mise en place pour réaménager les anciens docks de la douane, futur centre financier de Dublin. Cela a fonctionné. Peut-être même trop bien. Vous voyez, de 1994 à 2007, l'Irlande a connu une période de croissance économique rapide et de transformation. En quelques années, le pays était apparemment devenu la puissance économique de l'Europe de l'Ouest. C'était l'aube de ce qu'on appelait le tigre celtique, et cela allait changer Dublin à jamais. La transformation de l'Irlande, passée de l'un des pays les plus pauvres à l'un des plus riches d'Europe, a favorisé une mobilité sociale rapide et l'essor de la classe moyenne. Le niveau de vie à Dublin s'est amélioré, et cela a également entraîné une augmentation du nombre de personnes choisissant de s'installer à Dublin. Au départ, il s'agissait surtout du retour de migrants irlandais et de leurs familles, surtout depuis le Royaume-Uni. Mais cela a rapidement été suivi par une vague d'immigration beaucoup plus importante en provenance d'Europe de l'Est, ainsi que de certaines régions d'Afrique de l'Ouest et d'Inde. En 2004, l'Irlande était classée comme le pays le plus mondialisé au monde. Et en 2006, les migrants nés en dehors de l'Irlande et du Royaume-Uni représentaient 13,3% de la population de Dublin, soit presque 5 fois plus qu'une décennie auparavant. Beaucoup d'autres personnes sont arrivées. Mais la pauvreté n'a pas simplement disparu parce que l'Irlande traversait une période de prospérité. En fait, c'était tout le contraire. En 2006, au sommet du tigre celtique, 6,9% de la population irlandaise vivait encore dans la pauvreté persistante, et près d'un tiers d'entre eux étaient des enfants. Nulle part ce problème n'était plus visible qu'à Dublin. 6 ménages sur 10 logés par le conseil municipal de Dublin vivaient avec moins de la moitié du revenu moyen national, rendant la pauvreté monétaire chez ses locataires 3 fois plus élevée que dans la population générale. La ville dans son ensemble devenait beaucoup plus prospère, mais il est devenu évident que ce nouveau succès économique n'était pas destiné à tout le monde. Quand cette prospérité croissante mais inégale a-t-elle commencé à se déliter? Eh bien, en 2008, tout comme le reste du monde, l'Irlande a connu une énorme crise économique qui a eu un impact sérieux sur le niveau de vie. L'effondrement résulte d'une bulle immobilière incontrôlée développée en 5 ans, alimentée par des prêts faciles des banques qui ont facilité l'accès au marché immobilier. Mais cela a déclenché une frénésie spéculative. Les gens se sont rués sur l'achat de maisons, souvent non pour y vivre, mais pour profiter rapidement. Ainsi, lorsque la bulle immobilière a finalement éclaté en 2008, elle a plongé le pays dans une profonde récession. Le financement des nouveaux logements sociaux a été réduit de plus de 88% entre 2008 et 2014. Les mesures d'austérité et la réduction de l'aide sociale ont surtout touché les familles à faible revenu. Et par conséquent, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres a augmenté de plus de 25% d'ici 2010. Peut-être que la conséquence la plus choquante de la crise financière a été que Dublin est essentiellement devenu un habitat pour les sans-abri. En 2015, près de 5500 adultes avaient recours à des centres d'hébergement d'urgence dans la ville, tandis que le nombre d'enfants sans-abri à Dublin avait augmenté de 101% en seulement un an. Mais le gouvernement était confronté au problème de près de 90 000 ménages sur la liste d'attente pour un logement social, alors qu'en même temps, le nombre de logements alloués continuait de diminuer. Et cela nous amène à aujourd'hui. En regardant l'Irlande aujourd'hui, du point de vue statistique, on ne dirait pas que ses habitants vivent dans une pauvreté persistante. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Sur le papier, l'Irlande semble extrêmement riche, avec le deuxième PIB par habitant le plus élevé parmi les pays de l'UE, soit 137% au-dessus de la moyenne. Mais cette richesse est biaisée par la fiscalité des multinationales. Les grandes entreprises technologiques et pharmaceutiques déclarent leurs profits en Irlande grâce à la fiscalité, gonflant artificiellement le PIB par rapport aux conditions de vie réelles. Mais cet argent retourne aux actionnaires étrangers et aux sociétés mères, et ne profite pas forcément aux travailleurs irlandais ou aux services publics. C'est ce que Paul Krugman a appelé de façon célèbre l'économie du lutin.
Après que l'Irlande a annoncé une hausse étrange de 26% de son PIB en 2015, le pays semblait plus riche. Mais cette croissance spectaculaire ne reflétait pas la réalité de la vie quotidienne. Les inégalités augmentaient, avec beaucoup de ses habitants sombrant dans une pauvreté encore plus profonde. À ce stade, tout cela a révélé un schéma. Les problèmes des pauvres de Dublin depuis l'époque des taudis n'ont jamais été vraiment résolus. Des décennies de politique du logement inadapté ont laissé Dublin avec l'une des plus graves pénuries de logements abordables en Europe. Partout en Irlande, les loyers ont explosé pour atteindre plus de 4 fois la moyenne de l'UE, augmentant de 115% entre 2010 et 2025. En même temps, les prix des maisons ont continué à grimper. En 2017, le prix moyen d'une maison neuve était de 310 000 €. Et comme je l'ai dit au début, en 2026, seulement 2 ans plus tard, les prix des maisons ont atteint jusqu'à 600 000 €. Mais comme c'était le cas dans le passé, le logement est de moins en moins considéré comme des logements pour ceux qui en ont le plus besoin et de plus en plus comme un actif financier pour les riches. En Irlande, la propriété est souvent considérée comme un investissement plus sûr et plus attractif que les actions ou les ETF, car les rendements de ces actifs peuvent être fortement taxés. En fait, l'Irlande a le taux d'imposition maximal sur les dividendes le plus élevé parmi les pays européens, à 51%. Cela rend l'immobilier locatif très attractif dans des villes comme Dublin. Et cette spéculation fait grimper les prix bien plus que la seule croissance démographique ne le ferait. Avec ce système, il n'est pas étonnant que les investisseurs privilégient l'immobilier. En 2025, les fonds d'investissement ont acheté ou développé 56% de toutes les nouvelles habitations à Dublin, empêchant d'innombrables personnes d'accéder à la propriété. Le problème concerne non seulement pour qui, mais aussi quel type de logement est construit. Contrairement à beaucoup de villes européennes, Dublin n'a pas construit assez de logements de densité moyenne, comme des petits appartements ou studios, pour permettre une vie urbaine abordable. En fait, les chambres meublées ont été interdites en Irlande selon la réglementation locative de 2009. L'objectif était compréhensible. Personne ne voulait retourner vivre dans des taudis, mais la ville n'a pas su proposer d'alternatives modernes et abordables à ces logements bon marché. Aujourd'hui, le loyer mensuel moyen pour un appartement de 2 chambres à Dublin est de 2 438 €. Cela dépasse largement les revenus nationaux. Entre 2012 et 2022, les salaires n'ont augmenté que de 27%, tandis que les prix des maisons ont augmenté de 75% et les loyers de 90%. Le résultat est un système où le coût du logement est totalement déconnecté des moyens des gens. À Dublin, le prix moyen d'une maison dépasse 10 fois le salaire moyen. Et pour beaucoup, c'est tout simplement insoutenable. Cela les pousse à quitter complètement la ville. Pendant la pandémie, entre 2020 et 2023, près de 30 000 foyers ont été expulsés. Maintenant, si l'on combine cela avec un grave manque de logements sociaux, le résultat a été les niveaux de sans-abrisme les plus élevés jamais enregistrés en Irlande. Dublin représentant près de 70% de ce total. Malgré de grands changements récents, le gouvernement n'a pas su développer Dublin pour répondre à la demande. La ville subit des pressions similaires à Londres. Les deux villes souffrent de la flambée des loyers, de l'augmentation du coût de la vie, de propriétaires abusifs et de services publics débordés. Contrairement à Londres, Dublin subit les inconvénients d'une ville mondiale sans en avoir les avantages. Prenez les transports en commun par exemple. Dublin reste la seule grande capitale d'Europe occidentale sans métro, forçant de nombreux habitants à dépendre de la voiture pour se déplacer. Et cette dépendance coûte vraiment cher. L'assurance automobile en Irlande est parmi les plus élevées d'Europe, avec des primes typiques dépassant les 620 € en 2024. Et lorsque vous ajoutez un taux de TVA standard de 23%, ce qui est ex aequo au 10e rang des taux les plus élevés d'Europe, le coût de la vie devient tout simplement inabordable. Ce qui est drôle, c'est que si l'on remonte à 2006, l'Union européenne aurait utilisé Dublin comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière d'urbanisme. Car au fond, le problème concerne aussi l'espace. Beaucoup de gens disent que Dublin est pleine, ce qui était vrai à bien des égards. Mais si l'on regarde strictement l'urbanisme, cela raconte une toute autre histoire. On pourrait croire que la ville manquait de terrain pour construire plus de logements, mais ce n'est pas le cas ici. En fait, pendant des décennies, les urbanistes ont été réticents à construire en hauteur. Dublin a une densité de population raisonnable, selon les normes européennes, comparable à des villes comme Madrid ou Vienne. Mais malgré cela, quand on se promène dans la ville, la plupart de ces bâtiments sont étonnamment bas. Alors pourquoi, en pleine crise du logement, Dublin ne construit-elle pas simplement plus haut? Pour comprendre cela, il faut examiner l'histoire de la ville et ses liens avec la tradition. Ces quartiers ont été façonnés par une longue préférence historique pour les constructions basses, ce qui est rare dans les autres capitales européennes. Des maisons mitoyennes de plein pied.
Ces maisons du 19e siècle se trouvent principalement en périphérie du centre-ville et se distinguent par leur petite taille, leur design simple et leur proximité avec le cœur urbain. Autrefois logements modestes, de la petite classe moyenne à Dublin, elles sont désormais très chères et très prisées pour y vivre. Cette transformation en dit long sur le marché immobilier de Dublin. Des maisons autrefois conçues pour être abordables pour les gens ordinaires sont devenues très recherchées. Mais il y a aussi une raison culturelle à cette conception. L'identité de l'Irlande a longtemps été façonnée par le catholicisme, qui a influencé non seulement la politique, mais aussi l'environnement urbain. Pendant une grande partie de l'histoire de Dublin, les flèches des églises figuraient parmi les points les plus élevés de la ville. Même aujourd'hui, les urbanistes utilisent souvent ce noyau historique comme référence en matière de hauteur. En pleine pénurie de logements, il devient plus dur de défendre cette tradition. La ville doit repenser sérieusement l'utilisation de son espace urbain. La densité urbaine moyenne de Dublin est d'environ 4500 habitants par kilomètre carré, soit moins du tiers de celle de Barcelone. Cela crée un paradoxe étrange. Une crise du logement frappe une ville pourtant riche en espaces sous-utilisés. Comme à Barcelone, la solution ne passe pas forcément par des gratte-ciel. Les constructions de hauteur moyenne offrent un équilibre, créant une densité suffisante pour soutenir l'économie locale, tout en maintenant le sentiment de communauté. C'est donc là que la crise du logement à Dublin devient plutôt une question d'urbanisme. Dublin s'est développé rapidement, mais pas d'une manière qui corresponde à la demande. Mais il est aussi vrai que l'arrivée de bien plus de personnes que prévu en ville accentue la pression sur une bulle immobilière déjà prête à éclater. Évidemment, on ne peut pas parler de Dublin, ni d'ailleurs de n'importe quelle grande ville européenne, sans évoquer le facteur de l'immigration. En regardant un graphique de la population de l'Irlande, on peut voir qu'elle commence à croître de façon spectaculaire. Entre 2014 et 2024, l'Irlande a connu la troisième plus forte augmentation en pourcentage de population dans l'Union européenne, après Malte et le Luxembourg. Ces deux pays ayant moins d'1 million d'habitants, l'Irlande est donc la première des grands pays. Pour le comté de Dublin en particulier, entre 2022 et 2025, la population a augmenté de 70 000 personnes. Peu importe votre opinion sur l'immigration, les demandeurs d'asile ou les réfugiés, je ne suis pas là pour en discuter. Je dirais simplement que l'arrivée massive de personnes chaque année aggrave le marché du travail et la pénurie de logements, ce qui fait encore augmenter le coût de la vie. Ce n'est pas durable. Selon certains rapports, l'Irlande présente le 3e niveau le plus élevé d'inégalité de patrimoine de l'UE. Et une grande partie de cela est évidemment concentrée autour de Dublin. La population, la richesse et le développement de l'Irlande se sont concentrés dans une seule ville, laissant les zones rurales à l'écart. Cette croissance inégale a accru la demande de logement dans la capitale. La région de Dublin représente plus de 25% de la population totale du pays, ce qui est inhabituel pour un pays développé qui n'est pas minuscule. Si vous comparez cela à une région aussi réputée pour sa densité que Paris, elle représente moins de 20% de la population totale de la France. La région de Londres ne représente que 13%. Lorsque plus d'un quart d'un pays est concentré dans sa capitale, tous en concurrence pour un logement limité, les résultats seront les mêmes. Les loyers et les prix augmentent, rendant le coût de la vie de plus en plus difficile à supporter. Tout cela a transformé Dublin en une ville attirant les investissements mondiaux, tout en excluant financièrement ses habitants. La crise n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Avec un avenir toujours aussi incertain, combien de temps avant que cela n'atteigne un point de non-retour? Dublin peut-elle sortir de cette crise? Merci de regarder, abonnez-vous pour plus. À la prochaine vidéo.